Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Live TV pour le Grand Talk. Cette campagne appelle les utilisateurs des réseaux sociaux à cesser d'être des sorciers numériques. Ces propos sont du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, qui visitait les différents centres de formation des populations d'Adjamé et de Koumassi. Nous en parlons maintenant. On démarre. Avec nous sur le Grand Talk. Nos amis sont présents. Aïcha Crépi, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir merci. Christelle. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Très cher Pascal, bonsoir. Bonsoir chère Christelle, bonsoir à tous. Daouda Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Aïcha, dites-moi, une telle campagne s'impose-t-elle dans un univers où les réseaux sociaux sont utilisés souvent à tort et à travers? Beaucoup à travers, effectivement, des sorciers du numérique, effectivement, c'est l'expression. Il n'y a aucune raison qu'un chef d'État comme Donald Trump soit sanctionné, banni de 2 réseaux sociaux les plus importants qui y soient à l'heure actuelle et que la population ne soit pas sanctionnée à son tour. Il faut absolument sensibiliser. Combien de personnes ont été tuées alors qu'elles sont vivantes par les réseaux sociaux? Combien de personnes ont disparu? Combien de parents ont cherché leurs enfants? Parce que les fake news sont un fléau aujourd'hui. Donc il faut guérir en fait cette maladie. Et donc en Côte d'Ivoire, pour revenir en Côte d'Ivoire, oui. C'est normal que le gouvernement, donc via le ministère de la Communication, puisse lancer un tel programme. C'est encore plus en Côte d'Ivoire parce qu'on est les pionniers. On sait qu'on vient pour la communication en Côte d'Ivoire. On a vu le Congo venir nous voir pour prendre des conseils en communication. Mais effectivement, on abuse aussi des réseaux sociaux, surtout en Côte d'Ivoire. Combien de pages Facebook, Twitter, TikTok existent avec des profusions de fake news? Donc je pense que c'est nécessaire, surtout dans nos pays, effectivement. On a Internet, certes, tout est permis, tout n'est pas utile. D'accord. Alors je reste avec vous juste pour précision. Vous avez dit on a vu le Congo venir en Côte d'Ivoire prendre des conseils. Oui, pardon, j'ai abrégé un peu. Je parlais du ministère, je crois que c'était de la communication, qui était venu. Voilà, tout à fait. En gros, je veux dire qu'on est quand même avancé dans l'audiovisuel au niveau de la sous-région. Donc on vient prendre conseil auprès de nous. Il faut quand même sensibiliser les citoyens à utiliser leurs réseaux sociaux de façon appropriée. Élisée Boloube, votre point de vue sur le sujet? Déjà, il faut rappeler à l'endroit de tous nos concitoyens, et peut-être ceux qui ne le sauraient pas, que le fait d'être sur les réseaux sociaux ne vous dédouane pas éventuellement de toute poursuite. Les réseaux sociaux ne sont pas un monde à part, ce n'est pas un univers de non-droit. Ça, c'est déjà important de le préciser. Il y a des lois en Côte d'Ivoire qui existent là-dessus. Nous avons la loi sur la cybercriminalité prise en 2013 et qui a été même modifiée plus récemment, ça ne fait même pas plus juste une année, le 7 juin 2023, cette loi a été modifiée en ses articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 qui rappellent les infractions éventuellement, ou du moins les sanctions qu'encourent tous ceux-là qui seront auteurs de fausses informations, qui seront auteurs d'utilisation Internet contrairement aux dispositions de la loi. Et c'est important déjà que tout le monde le sache parce que certaines personnes pensent qu'être sur Internet, on est dans un univers de non-droit où chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Il y a des lois, c'est encadré. Non, c'est encadré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se permettre de dire tout ce qu'on veut et comme on veut n'importe comment sur Internet parce qu'on estime qu'on est derrière un clavier. Non, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est dotée de lois. Donc si tu es en infraction par l'utilisation de l'Internet, ce que tu en fais, tu es en infraction, tu vas subir la rigueur de la loi. Vous me permettez juste de lire 2 lois qui ont été modifiées pour permettre aux autres de trucs. Nous avons par exemple l'article 17 nouveau, donc du 7 juin 2023, qui modifie celui de 2013, qui dit est puni d'1 à 6 ans d'emprisonnement ferme et de 20 millions à 40 millions de francs CFA d'amende quiconque possède intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d'information ou dans un moyen de stockage de données informatiques. Ça, c'est déjà un. On a une autre, une autre disposition. L'article 58 est puni de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme et de 10 millions à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour toute personne, écoutez bien, de créer, de diffuser ou de mettre à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, des messages, des photos, des sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d'idées ou de théories de nature raciste ou xénophobe par le biais d'un système d'information. On a au moins 7 articles ici qui ont été modifiés, mais je vous lisais les 2. Pour dire aujourd'hui que
Ce n'est pas parce que je ne suis pas content de quelque chose, mais parce que je pense que je suis dans un monde de libertinage. Je peux m'arrêter sur les réseaux sociaux, produire une vidéo et puis dire ce que j'ai envie de dire, vraiment aller dans sur tous des les sens, sujets non avérés. lancer des propos de xénophobie, des propos racistes et autres. Aujourd'hui, la loi vous rattrape et vous serez sanctionné. C'est ce que ça veut dire. Très bien. C'est dire aujourd'hui, on peut se lever, pour la première partie, Et on va sur terminer. les caractères pornographiques, je ne vais pas me lever aujourd'hui, faire des exhibitions, montrer des images, faire tout ce que j'ai envie de faire et puis penser que je suis à l'abri d'une sanction. Aujourd'hui, tout cet univers des réseaux sociaux est contrôlé et si vous êtes en infraction, vous allez subir la rigueur La de la rigueur loi. de la loi. Pascal, votre point de vue sur le sujet. Élisée a mentionné un point très important, mentionné également dans les propos du ministre. Il n'y a plus d'anonymat, en fait, aujourd'hui, avec les avancées technologiques. Quoi que vous fassiez sur les réseaux, vous êtes repérable partout dans le monde. C'est aussi l'occasion de rappeler que le ministre Amadou Coulibaly est dans la constance parce qu'il y a un an, en août 2023, il lançait la première édition de cette campagne. On a tous vu les panneaux d'affichage qui mettaient en exemple, par exemple, le directeur général de la police, M. Kouyaté, on disait ne croyez pas si on vous dit qu'il allait sur la Lune. C'est un peu sur le ton de l'ironie, mais c'est vrai parce que combien de fois à nos proches, on n'est pas obligé de rappeler que c'est un montage, qu'il n'y a pas de source. Toutes les informations qu'on se transfère de WhatsApp en WhatsApp, nous avons le réflexe de regarder en dessous, de voir d'où ça vient, de voir qui est cité, etc. Parce que on vous ferait acheter de la glace à un Esquimau si on devait croire tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je voudrais aussi, comme Élisée, vous attirer votre attention sur le fait également que la loi s'est déportée, s'est adaptée à l'univers digital, à l'univers des réseaux sociaux. Par exemple, les dérives liées à son usage inapproprié sont par exemple la cyberintimidation, la cybermenace, le cyberharcèlement, l'envoi de photos attentatoires à nos mœurs, la propagation de rumeurs, le tag sur les photos peu glorieuses et qui sont source de psychosocial, de conflits et même de déstabilisation de certains États. Vous l'avez constaté, nous sommes un peu rentrés en pré-campagne électorale. Et vous avez aussi vu avec moi comment dans certains États, les dirigeants, à tort ou à raison, fermaient le robinet, coupaient les réseaux sociaux quand ils sentaient que les peuples étaient en ébullition. Ça allait en vrille, en fait. Ça veut dire qu'il y a un réel impact de l'acte réseau social sur l'atmosphère, sur les prises de décision, sur les mouvements de foule qui peuvent se dérouler dans un pays. Donc oui, bien sûr, cette campagne est salutaire. Daouda, on ne prendrait jamais assez de temps pour informer les populations qu'attention, il y a un cadre juridique et qu'à un petit clic, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux avec des insultes, des menaces, des interprétations assez tendancieuses de la pornographie. Daouda, votre réaction? Christelle, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que l'ère du numérique a transformé nos façons de consommer, de partager l'information et d'interagir. Cependant, cette transformation, en fait, aujourd'hui, s'accompagne de certaines responsabilités. Responsabilités que certaines personnes ont tendance à ignorer. Je pars du principe qu'il y a certains qui ignorent de bonne foi. Et il y en a qui savent, mais ils insistent dans la bêtise. Ils savent qu'il y a des lois. Ils savent qu'il y a des lois. Parce que tout à l'heure, Élisée parlait de la loi sur la cybercriminalité. Oui. Mais il y a la loi sur la communication audiovisuelle qui, dernièrement, a été votée à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Qui disait clairement que tout détenteur de page Facebook qui avait 25 000 abonnés, sa communication n'était plus dans l'ordre du privé, c'était dans l'ordre du public. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand on assiste sur les réseaux sociaux, à quoi est-ce qu'on assiste? Il n'y a personne qu'on n'insulte pas. Il n'y a pas de mesure, en fait. En fait, il n'y a pas de limite. Et les gens, ils se cachent derrière le fait qu'ils sont derrière des faux profils, ils peuvent tout dire, tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et moi, je pars du principe que c'est une question d'éducation. Les personnes qui s'adonnent à la délation, à l'invective, à l'injure publique, n'importe comment, en fait, je pars du principe que c'est les gens qui sont mal élevés. Parce que techniquement, le comportement... Il faut aller plus loin comme ça. Voilà, le comportement, en fait, qu'on appelle ça, en ligne, doit refléter notre comportement dans la vie réelle. Est-ce que techniquement, j'aurais pu voir Aïcha dans la rue et l'insulter, lui dire des choses comme ça? Si je ne peux pas le faire dans la vie réelle, je ne dois pas être capable de le faire dans le virtuel. Mais malheureusement, certains ont un manque d'éducation. À côté de cela, du manque d'éducation, il y a la méconnaissance de la loi.
Et je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le ministre de la Communication, afin de leur présenter ces lois-là. Vous vous rappelez que dernièrement, Observateur, un influenceur très connu, est allé en prison. Avant cela, il y a une dame qui avait appelé à la haine vis-à-vis des populations nigérianes. Nigériennes, merci beaucoup. Et qui a fait les frais de la justice également. Voilà. Là, il y a une autre jeune dame qui a eu à partager des photos sur la mort d'Arafat, qui est allée en prison. Mais les gens ne savent même pas que, même quand ils vont sur une page Facebook qui a donné une information, ou bien qui a fait de la fausse information, mais le commentaire que tu mets, les invectives que tu mets... Tout ça, ça peut être récupéré. Tout ça peut être récupéré pour te mettre en prison. Moi, ce que j'aimerais juste dire aux uns aux autres sur cette question-là. Chaque matin, quand on se réveille, quand on va sur Internet, il faut que Internet puisse nous apporter quelque chose. Si ça ne peut rien m'apporter, ça ne sert à rien que ça m'apporte des problèmes. C'est ça qui est le plus important. Et il faut qu'ils retournent dans leur tête que sur Internet, tout n'est pas net. Sur Internet, tout n'est pas net, mais est-ce que est-ce qu'on y va quand même pour, comme Daouda l'a dit, avoir de l'information, s'informer, ou détruire la vie des autres et la famille des autres par ricochet? Parce que lorsqu'un individu est touché, évidemment, les choses allant très vite, ce sont les familles par derrière qui sont touchées. Si vous voulez intervenir, notre téléphone est ouvert. On aimerait avoir vos avis sur la question. Sommes-nous des sorciers de l'Internet ou sommes-nous des personnes qui partageons des informations à l'effet de faire grandir nos populations? Aïcha, votre point de vue, vous parliez tout à l'heure, vous aviez commencé l'entame de vos propos en parlant de Donald Trump, banni de certains réseaux sociaux. Mais est-ce que justement au niveau de la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe, on pourrait avoir justement des cas similaires? Pourquoi pas? C'est très important ce que Madame a dit. Elle a parlé des élections. C'est tellement important d'en parler parce que justement, les réseaux sociaux sont un outil de propagande. Et on est déjà, là on a passé un cap depuis longtemps, on est déjà à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne saurait, comme ça, un citoyen lambda, on ne saurait peut-être, on aurait du mal en tout cas à différencier le vrai du faux. Une vraie image d'une fausse image. Et aujourd'hui, on prend des montages, on le voit partout, hein, dans le méta, comme on dit, le méta ivoirien, on prend des images et on raconte n'importe quelle histoire dessus. Aujourd'hui, l'image même peut être trafiquée. C'est tellement grave. Donc il faut un discernement, une éducation aussi au numérique, aux réseaux sociaux, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc là, il faut légiférer au niveau du pays, mais il faut légiférer aussi au niveau des GAFAM. Il faut que ça vienne des deux côtés. C'est très important ce qui va se passer dans quelques mois en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays. On l'a vu notamment en Ukraine. On a vu qu'il y a eu un scandale en fait il y a quelques mois, excusez-moi, quelques années, où on a attrapé en fait tout un réseau de propagande qui venait des pays de l'Est, instigés par eux, et donc qui visait à déstabiliser. De l'Europe, de l'Afrique, d'où? Excusez-moi, de l'Est de l'Europe, qui venait à déstabiliser les campagnes, mais les campagnes africaines. Également, et à faire gagner certains partis. Parce qu'effectivement, l'image, l'audiovisuel, les réseaux sociaux, aujourd'hui, font gagner une campagne. C'est pour ça que je dis qu'on sache distinguer et qu'on ait le discernement du vrai ou du faux. Très bien. Alors, on reviendra à vous pour la source, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. La campagne qui venait, qui a été démantelée, ce serait bien. Je retrouve le nom tout de suite. D'avoir le nom du monsieur. Élisée Bouloube, la passion que génère la politique, justement, fait en sorte que les uns et les autres ne s'interdisent rien. Lorsqu'un commentaire n'est pas à votre avantage ou à l'avantage de l'autre, automatiquement, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. Justement, cette campagne-là pourrait apporter la capacité aux uns aux autres de dire attention, ce n'est que de la politique et les opinions, chacun est libre d'avoir son opinion. Réaction? Vous savez, on est arrivé à la prise de toutes ces lois-là parce que je suppose, pour répondre ou bien pour faire face à une dérive constatée un peu qui montait en puissance, parce que les gens partaient dans tous les sens, des injures par-ci, des menaces par là, des attaques de cyber par ici. Finalement, l'État, le gouvernement se voit dans l'obligation de proposer un ensemble de lois qui est voté par le Parlement. Moi, tout ça, ça me pose un problème. Vous savez, on n'aurait pas eu besoin de tout ça si nous-mêmes, en tant que citoyens, à tous les niveaux où nous sommes, on savait justement où on voulait aller. On a l'impression qu'on a perdu la vision. Qu'est-ce qu'on veut de notre société? Bon, voilà toute la question. Qu'est-ce qu'on veut de notre société? Est-ce qu'on veut avoir une société de libertinage? Ou on veut avoir une société responsable? Où les valeurs de droit d'aînés sont respectées?
où les valeurs de considération, de respect mutuel sont respectées, ou bien on veut avoir une société où ça va à volo. C'est-à-dire une société où tout est permis. Mais regardez, par exemple, le réseau social TikTok. Il a été créé en 2016 par un Chinois. Allez-y voir l'usage que les Chinois font de TikTok et venez voir l'usage que les Ivoiriens font de TikTok. Alors justement, expliquez un peu, qu'est-ce que les Chinois, comment ils utilisent TikTok? Et comment les Ivoiriens l'utilisent? Moi, j'étais en Chine, j'ai vu et j'ai l'impression. Et très souvent, je vais dessus. Vous allez voir que constamment en Chine, quand les gens utilisent les réseaux sociaux, c'est pour des démos. Des démos pour vous apprendre à faire ceci, pour vous montrer comment on peut faire cela. Donc c'est encadré par l'État. C'est éducationnel à 90%, 95%. Ici en Côte d'Ivoire? Mais si c'est du... Mais TikTok... On ne va pas dire le mot n'importe quoi, mais... Non, mais TikTok... Mais non, vous tapez TikTok aujourd'hui... On n'est pas à la hauteur, en fait. Non, pas du tout. Et c'est choquant d'autant plus que, vous savez, c'est des éléments indicateurs pour l'extérieur. Quand les gens sont à l'extérieur, qu'ils veulent voir un peu la culture, comment les gens se comportent dans un pays, c'est généralement sur les réseaux sociaux que les gens partent. Mais ils vont sur TikTok, les TikTok ivoiriens, mais qu'est-ce qu'on leur sait? De la musaille à outrance. Si ce n'est pas de la dépravation, c'est vraiment de la danse, c'est de l'amusement, c'est de la musaille à outrance. Rarement vous verrez des modules de formation, vous verrez des modules d'éducation qui sont de nature à nous permettre d'apprendre des choses qui vont nous aider dans la vie en société. Je termine avec vous, On a donc l'impression... Oui. Quand vous lisiez tout à l'heure les différentes lois qui régissaient un peu l'univers ivoirien, parlant donc du domaine de la mésinformation ou de la mauvaise utilisation des réseaux, est-ce que cette loi-là ne touche pas TikTok également? Mais justement, est-ce que vous avez l'impression que... La bouche, j'y allais comme ça. Ah, très bien, allez-y, on va ensemble, on y va ensemble. Voilà, j'y allais justement pour dire que moi, je pense que il est bien de prendre des lois, mais il est encore mieux de se donner les moyens de faire respecter ces lois. Je veux inviter les autorités étatiques, les autorités policières, les autorités judiciaires à constamment être présents sur ces réseaux sociaux-là. Il faut que ces autorités-là soient présentes. La dernière fois, je suis en train de dire ici, je voulais que la police des mœurs puisse regarder les réseaux. S'invite même sur les réseaux sociaux. C'est important. Il faut que la police des mœurs s'invite sur les réseaux sociaux. Vous voyez, moi je pense que c'est bien ce que le ministre fait. C'est son droit, c'est son rôle. On termine avec vous? Oui, il a son rôle parce qu'il faut sensibiliser, il faut informer. Mais en réalité, vous savez, l'adage dit nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est dit que au lieu de la même manière, chaque matin, je me lève. De la même manière, chaque matin, je me lève. Je regarde quelque chose. Je me dis non que j'ai envie d'avancer dans ma vie ou j'ai envie de progresser. Et je vais me former. De cette même manière, quand on se lève le matin, il faut qu'on aille consulter nos lois. Il faut qu'on aille voir sur le site de l'Assemblée nationale, sur les différents sites d'information pour voir les lois qui sont prises. Parce que devant le juge, ça ne tiendra pas de dire que je ne savais pas, je n'étais pas informé. Merci Élisée. Pascal, oui, Élisée a parlé justement, avant d'arriver à votre point, où après vous développez la police des mœurs, justement, son rôle dans tout ce que nous voyons. Élisée a parlé de tout ce qui se passe sur TikTok. Comment nous, Ivoiriens, je parle de la Côte d'Ivoire, on utilise TikTok et par exemple la Chine ou le Japon l'utilisent. Réaction? Je pense qu'Élisée a raison quand il dit que les suggestions de n'importe quel réseau social d'ailleurs dépendent aussi de ce que vous recherchez. Si dans vos mots-clés ou bien si dans vos vidéos likées, c'est-à-dire appréciées, aimées, vous aimez tout ce qui a trait à l'amusement, à la dépravation, à toutes ces choses futiles, même si je peux comprendre que c'est une certaine forme de culture, en tout cas pour certains, parce que moins on en a, plus on l'étale. C'est ce que va vous servir votre réseau social. Si vous regardez un certain type de vidéo, vous allez voir que le lendemain matin ou quelques heures plus tard, quand vous allez ouvrir ce réseau-là, il va vous en resservir à souhait. Ce que je constate quand je voyage aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de restrictions, même dans les suggestions. Vous voyez, il y a des moments où quand vous voulez fermer un réseau social parce que quelqu'un vous a envoyé un lien, vous n'arrivez même pas à le fermer, parce que même quand vous le fermez, c'est comme s'il faisait de la résistance. C'est-à-dire qu'il vous propose 2 ou 3 choses encore avant qu'il n'aille... Similaires, bien sûr. Oui, similaires avant de se fermer. Et ça, c'est parfaitement gérable, parce qu'on peut demander à ce réseau-là, si vous décidez de le fermer, après vous allez me dire, oui, il y a votre libre arbitre, c'est pas grave, si vous fermez 2 ou 3 fois. C'est là où je viens au point des enfants. Le point des enfants et le point de l'impact même, de l'imprégnation de la présence digitale des réseaux sociaux dans la vie de tout le monde. D'abord, les enfants. J'ai regardé, comme vous tous ici certainement, une vidéo où il y avait une dame qui montrait son bébé à qui elle mettait des produits cosmétiques qu'elle-même fabriquait. Ça a soulevé un gros tollé, un tollé ici, mais ça veut dire que
elle était toute jeune aussi. Ça veut dire qu'à n'importe quel âge et pour n'importe quelle activité, pendant qu'il y a des gens qui développent le e-commerce et ça a créé des emplois, il y a aussi des gens qui utilisent ce réseau social-là pour vendre des produits dangereux, pour vendre des produits illicites et pour mettre en péril la santé des autres. Pourquoi je vais parler des enfants? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a certains pays où vous ne pouvez pas accéder aux réseaux sociaux. En tout cas, numériquement, il y a une identité numérique qui existe. Et il faut qu'on en arrive à l'identité numérique. Parce que les questions que soulève Élysée, nul n'est censé ignorer la loi, forcément, très peu de gens vont aller sur le site de l'Assemblée nationale, etc. Mais par contre, si vous savez, comme la pièce d'identité, que vous avez une identité numérique au moment même où vous vous connectez et qu'elle s'active et qu'elle vous rend responsable, alors là, je pense que la loi aussi va s'adapter parce que même à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans, regardez ce qui s'est passé en France, comment les enfants étaient et on termine avec vous sur ce point, oui, bien sûr. Ont été influencés par tout le mouvement antisémite, le report de la guerre israélo-palestinienne en France et comment ça a dérivé jusque sur des enfants de 12, 13, 14 ans. Donc, qu'est-ce qu'on veut léguer aux jeunes générations? Une génération rivée sur son téléphone? Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Daouda, alors généralement, lorsqu'il y a dérive et que les uns et les autres qui connaissent la loi portent plainte, soit ils sont traités de personnes méchantes ou mauvaises, et après, justement, on rentre dans le palabre, ou la palabre africaine. Non, pardon, il faut laisser tomber. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Daouda? Moi, je pense qu'ils vont m'appeler, moi, me concernant personnellement, beaucoup de personnes vont m'appeler le méchant, s'ils veulent. Pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez fait des choses? Je suis arrivé à un niveau de ma vie où je pense que vous le voyez tous, le nombre d'invectives, de noms d'oiseaux que je reçois chaque jour. Donc, désormais, j'ai décidé... À cause de vos convictions, de vos prises de position. Voilà. Donc, désormais, parce qu'il faut que les Ivoiriens apprennent la culture de la justice, d'aller porter plainte. Et la culture démocratique aussi. Bien sûr, parce que la démocratie, les Ivoiriens, ils s'asseyent par tous les réseaux sociaux. On est démocrate, on veut tous la démocratie. Mais la démocratie commence par accepter l'opinion de l'autre. Même si on n'est pas d'accord avec son opinion, il faut l'entendre d'abord. Sans l'insulter. Sans l'insulter. Ça, c'est la première des choses. Et je pars du principe qu'il faut sortir de ces clivages où, quand on porte plainte, après on dit non, on est en Afrique. Non, non. Justement, les gens s'appuient sur ce fameux mot pardon pour faire du mal aux gens, pour blesser les gens. Aujourd'hui, dernièrement, on a vu des gens se suicider. Il y a en quelques semaines, combien de suicides auxquels on a assisté? Quel est le rapport? Mais le rapport, justement, parce que le cyberharcèlement, avant, j'aime en rigoler ici, quand on partait à l'école, on se faisait harceler à l'école. Quand ton enfant revenait à la maison, tu pouvais voir qu'il y a des traces de son harcèlement. Mais aujourd'hui, c'est émotionnel. Mais aujourd'hui, l'enfant est harcelé à la barbe et au nez de ses parents, sans qu'on ne le sache. Parce qu'il y a des personnes, de peu de foi, qui n'ont aucune éthique, qui se permettent de harceler les gens. Mais est-ce que tout le monde a un mental assez solide, comme Daouda, de tous les jours, malgré les invectives, venir s'asseoir pour parler? Malgré cela, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui peuvent se donner la mort pour cela. C'est à cet effet-là que je dis, faisons très attention. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre, et je regarde la caméra. Quiconque désormais se permet de m'invectiver, si j'estime que ça atteint ma dignité... À cause de votre prise de position? Franchement, je porterai plainte. Je suis prêt à accepter toute forme de débat. Mais si ça rentre dans l'invective, on se retrouvera devant le procureur de la République. Oui, Aïcha Crépy, c'est important donc pour le ministre de sensibiliser les jeunes à Djamé et Koumassi, et après on aura donc les sources de ce que vous disiez. Oui. Par rapport à la campagne qui vient des pays de l'Est pour déstabiliser les élections africaines. C'est super important. Est-ce que je peux revenir juste sur le harcèlement? Oui, allez-y, rapidement. Je trouve que c'est les parents aussi. Les parents doivent jouer un rôle dès le départ, parce que le harcèlement commence dès l'école. Et si l'enfant n'est pas sanctionné, donc c'est au législateur de légiférer aussi par rapport à ça. Il faut sanctionner, il faut être dur. Moi, j'en ai été victime aussi plus jeune. Et effectivement, on n'avait pas de loi à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous et on continue et on se construit comme ça. Et donc, même quand on a du potentiel, on va baisser son potentiel parce qu'on est harcelé. C'est très grave. Il faut faire campagne et il faut sanctionner.
Donc, est-ce que je peux juste revenir? Bien sûr, allez-y, Aïcha. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Est. Oui, tout à C'était fait. pas l'Est, c'était en fait un réseau qui s'appelle la Team Jorge, qui a été donc dévoilé par des journalistes, des lanceurs d'alerte en 2022. Et c'était un réseau israélien, donc une société fantôme. Et on a de la manipulation, on a du trucage d'élections, des fake news, énormément de fake news. Ils se servent principalement d'Internet, donc à des fins de sabotage d'élections notamment. Voilà. Donc je voulais juste en parler parce que l'information est une guerre. Voilà. Et il faut y aller avec des campagnes de guerre, sensibilisation. Élisée Boloubeu. Oui, moi, ce sur quoi je veux réagir, hein, après tout ce qu'on a entendu, c'est cette propension que certains ont à chaque fois de dire, même en Occident, ça se fait, même en Occident, les gens disent... Quelle est la limite, en fait, Les Élisée gens disent ce Boloubeu? qu'ils ont envie de dire. Oui. Même en Occident, on parle du président, on peut dire tout ce qu'on veut au président, on peut dire tout ce qu'on veut à qui on veut, tout ça. Mais si vous pensez que c'est cette éducation que vous voulez, mais allez en Occident, vivre en Occident. Attendez, Élisée, le point, Oui. c'est... Alors, essayons de comprendre. Oui. Le point démocratique qui permet donc la libre expression, la limite, justement, entre la mésinformation ou l'invective. Dans une société, c'est les lois. Une société, là, c'est les lois. Parce que si on veut aller juste sur la question des traditions, votre tradition n'est pas la mienne. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais parce qu'on est une société, c'est les lois. Et dès qu'il y a les lois, on applique les lois. Moi, je dis et je répète, nous, nos us et nos coutumes, sur lesquels repose la loi, parce que la loi tient compte un peu de ce que nous, on pense, en tout cas culturellement, ont une manière de faire évoluer notre société. Tout à fait. Dans notre société, il y a des valeurs. Les valeurs du respect de l'aîné, valeurs de respect de l'autorité, Tout à fait. valeurs de respect de certaines personnes qui sont élevées en dignité. Ça, ce sont nos valeurs. Si sur d'autres cieux, ce n'est pas leur valeur, c'est leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Voilà, maintenant, si vous pensez que vous voulez vivre dans une société pareille, mais allez-y vivre là-bas, on ne vous a pas interdit. Mais nous, dans notre société-là, on veut faire la promotion du respect de l'éthique, la promotion du respect des valeurs, du respect d'autrui, du respect de l'aîné. Ce sont nos valeurs. Ça ne vous plaît pas, vous partez vivre là où vous pensez que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, même à vos parents, même à vos aïeux, même à tout ce que vous voulez. Ça vous concerne. Mais nous, on dit que par rapport à ce que nous, on a pris comme décision dans notre pays, dans la loi, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais c'est la loi. Comme le dit Sedlex Duralex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, on est obligé de suivre. Moi, je veux insister sur ce fait-là. Et ça, j'interpelle les acteurs politiques. Vraiment, c'est vers eux que je vais me tourner. Je leur dis encore, je regarde la caméra, qu'est-ce qu'ils veulent pour notre société ivoirienne? Quand je parle des acteurs politiques, tout confondu, hein, tout parti politique confondu, parce que c'est eux qui donnent le là. C'est-à-dire, Élisée? Quand je dis c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent la direction et puis les populations suivent. Quand ils s'élèvent et qu'ils commencent à longueur de journée à s'invectiver, ils disent à la population que c'est cette manière-là, ou du moins c'est ce qu'on veut de la société. Mais quand ils ont des propos courtois, les uns avec les autres, le respect, même quand ils ne partagent pas la même opinion, mais ils se parlent mutuellement avec beaucoup de considération, la population comprend que même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se parle avec beaucoup de considération. On ne peut pas prendre des lois. Et puis, vous-même, les acteurs politiques, parce qu'ils sont tous représentés au Parlement, c'est eux donc qui ont voté la loi. Vous finissez de prendre ces lois-là, et c'est vous qui venez nous servir des pugilats verbaux. À longueur de journée, vous vous traitez de tous les noms d'oiseaux. Ça répond à quelle logique? Ça veut dire que l'un d'entre eux pourrait porter plainte, par exemple. Déjà, oui, l'un d'entre eux pourrait porter plainte. Même un citoyen pourrait porter plainte, parce que là, ils vont à l'encontre de la loi. Bien sûr. Donc, Je voulais t'aider, si c'est possible. Oui. Concernant la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la presse, la loi sur la communication audiovisuelle, la loi dit ceci. La seule personne pour qui le procureur pourrait s'auto-saisir, c'est pour le président. Pour le reste du commun des mortels ivoiriens, si vous sentez que vous avez été invectivé, vous devez aller porter plainte. Très bien, si vous ne portez pas plainte, ça reste. Il termine son propos. Voilà, donc eux-mêmes, ils sont un peu quelque part en porte-à-faux. Il faut qu'à un moment donné, quand on décide de vivre dans une société civilisée, et j'insiste là-dessus, civilisée, qu'on ait des attitudes et des comportements civilisés. Alors, ma question pour vous est la suivante, et je reviens là-dessus. Comment respecter donc le débat démocratique, la libre opinion, et en même temps faire en sorte de ne pas tomber justement dans les invectives? On peut donner son point de vue sans insulter. Mais bien sûr. Pascal, on va l'écouter, et puis ensuite Daouda. Mais c'est comme si vous nous disiez comment on fait sur ce plateau pour ne pas être d'accord et ne s'être... Je veux bien le croire, jamais insulté. Ça peut arriver. On peut avoir des mots durs, des mots forts, mais
vraiment, il faut garder la mesure. Il faut garder la mesure même. On peut sortir de ses gonds, mais on peut sortir de ses gonds avec élégance, permettez-moi de le dire ainsi. Je peux vous dire, Christelle, je suis totalement en désaccord avec vos propos, parce que, et puis je donne mes arguments. En vérité, ça ramène à la pauvreté de l'argumentation, ça ramène à la pauvreté intellectuelle, ça ramène à la pauvreté en éducation, quand on prend le raccourci des injures, de l'invective et même du pugilat, donc de se battre, pour défendre son point de vue et donc pour établir, si on parle de politique, mais de beaucoup d'autres domaines aussi de notre vie, cette démocratie-là. J'en viens un petit peu à ce que Aïcha disait et à Élysée. Vous voyez, Joe Biden a présenté ses excuses. Je ne sais pas s'il a dit directement comme ça, parce que c'est un article que j'ai lu, je n'ai pas vu la vidéo, à Donald Trump. Parce qu'il a exactement dit ceci, il faut prendre pour cible, il a dit le mot cible, Donald Trump. Exactement. Et le petit jeune de 20 ans qui est dans son monde il numérique, a compris qui cible, finit de jouer à tous les jeux violents de guerre, quand lui il vient et puis il entend son mentor dire il faut prendre pour cible Donald Trump, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Au-delà son de arme, ça, il a même traité de fasciste aussi. Il prend pour cible Donald Trump. Vous voyez? Alors que vous savez, il y a de part et d'autre, c'est vrai, des extrémistes, mais il faut savoir utiliser les termes, parce qu'il y en a qui les interprètent au premier, mais au tout premier degré. Très bien. Alors, on comprend bien que le débat politique peut se faire en allant argument contre argument. Une fois qu'on descend sur la personne et qu'on commence à invectiver, on est à court d'arguments, on ne peut pas. Et parce qu'elle l'a si bien démontré, c'est de la pauvreté émotionnelle et intellectuelle. Restons donc sur la base des arguments. Aïcha peut ne pas être d'accord avec Daouda, Daouda peut ne pas être d'accord avec Élysée, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus ivoiriens, qu'ils se détestent, pas du tout. Et puis aussi, cette campagne-là pourra permettre de faire en sorte de... Arrêtons un peu de porter le poids de certaines chapelles. Et la loi est là et tout le monde en peut s'en saisir. Merci, messieurs, pour ce débat. Messieurs, dames, pardonnez. Merci. Voilà, j'ai l'habitude d'avoir que des hommes et c'est toujours un plaisir d'avoir des dames. Merci, messieurs, dames, pour ce débat intéressant. En tout cas, très belle campagne initiée par le ministre de la Communication. La thématique en ligne, soyons tous responsables et non des sorciers numériques. Parlons maintenant santé, parlons santé. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le professeur Yao Batet Fulgence qui arrive. Il est donc hépatologue et gastro-entérologue. Avec lui, on parlera justement de comment prévenir les hépatites virales et les cancers du foie en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que l'hépatite virale, c'est trois fois plus contagieux que le VIH-Sida, véritable problème de santé publique. Quand le foie va mal, tout va mal. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, c'est un plaisir partagé. Importante sensibilisation que vous faites pour prévenir les hépatites et les cancers du foie. Absolument. Comme vous le savez, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique pour l'OMS et de par même leur importance en prévalence. Vous avez dans la population mondiale, on a 2 milliards de personnes qui ont déjà eu un premier contact avec le virus et autour de 350 millions qui sont réellement porteurs de la maladie. Avec évidemment, en conséquence, les complications sont la cirrhose du foie et le cancer du foie qui déciment autour de 500 000 personnes chaque année. Donc c'est un véritable fardeau dans le monde de la santé. Et pour revenir, vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire dans une zone de haute prévalence d'hépatite virale. Hépatite virale surtout B, où nous avons une prévalence qui se situe autour de 12%. 12%. 12%, donc c'est très élevé, et 4% pour l'hépatite C. Et quand on sait les modes de contamination... Justement, j'allais en venir. Quels sont les modes de contamination, justement, de l'hépatite virale? Au niveau des hépatites virales, on a 2 principaux modes. Alors, donc, on a donc la transmission donc, de la mère à l'enfant, qui pour nous, les médecins, appelons transmission verticale. En effet, une mère porteuse d'hépatite virale peut contaminer son bébé, le nourrisson, de plusieurs façons. Donc, pour faire simple, au cours donc, du travail, il peut y avoir des micro-transfusions par les contractions utérines. Mais la voie de transmission la plus importante au nouveau-né, c'est au moment de l'accouchement, lorsque le bébé traverse la filière génitale,
et rentre en contact avec les sécrétions martennelles infectées. Et donc ça, c'est le principal mode. Ça, c'est au niveau de la mère à l'enfant. Mais il ne faut pas méconnaître aussi ce qu'on appelle la transmission horizontale. C'est-à-dire entre hommes, entre nous, indépendamment. Entre les humains, vous voulez dire? Bien sûr. Très bien. Donc, entre nous, c'est le partage de certains objets. Lesquels, par exemple? Bon, lesquels, on dira donc les coupes-ongles, les rasoirs, les aiguilles, Les objets tranchants. les objets qui ont été donc souillés en contact. Et, par exemple, les tondeuses, nous les hommes, c'est maintenant... Qui se coiffent, par exemple, chez le coiffeur, c'est ça? Oui, les femmes aussi avec les tissages, les aiguilles. Voilà. C'est ça. soit Ah oui. La manicure, désinfecté, oui. pédicure. Donc, lorsque ce n'est pas désinfecté par du matériel adéquat, par des produits adéquats, donc on est très exposé. Bien sûr, il ne faut pas méconnaître aussi la voie sexuelle. Hein, donc, lors des rapports sexuels non protégés, hein, chez quelqu'un qui est infecté, d'autant plus que le virus, comme je disais tantôt, se retrouve dans les sécrétions vaginales chez la femme et dans le sperme chez l'homme. Donc, il peut y avoir donc quelques lésions et donc passage du virus. Donc, vous voyez qu'on est vraiment exposé donc, à cette épidémie-là. Écoutons Élisée, qui a une question pour vous. Professeur, je voudrais savoir qu'est-ce qui provoque... C'est vrai, vous avez parlé des modes de transmission, mais avant d'arriver aux modes de transmission... Les causes? Voilà, les causes. Qu'est-ce qui provoque l'hépatite virale B et quels sont les symptômes? Alors, l'hépatite virale B, c'est un virus qui, en fait, se transmet, comme je vous ai dit, c'est un virus qui se transmet essentiellement par contact sanguin, on pourra dire. Hein, donc, il n'y a pas de cause. Quand vous dites hépatite virale, l'hépatite, c'est déjà... C'est génétique alors, professeur? Non, ce n'est pas génétique. C'est transmissionnel, justement. Il veut savoir d'où vient le virus. Ah, En fait, c'est ça justement. La en fait. source. Ah bon. Là, c'est pas... D'où peut venir le évident. virus? Pardon? D'où peut venir le virus? D'origine animale, par exemple. Ou autre origine? Non, pas forcément d'origine animale. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça n'a pas été vraiment documenté dans ce sens-là. Hein, l'hépatite virale A, B, C. Et quels sont donc les symptômes, professeur? Les symptômes, c'est essentiellement donc pour les phases aiguës, lorsqu'on vient de rentrer en contact. Hein, donc, c'est ce qu'on sait classiquement la jaunisse, hein, les ictères, les yeux jaunes. Mais Professeur, reprenez ça, s'il vous plaît. les yeux Les jaunes. ictères. Les hein. yeux Les jaunes. yeux jaunes. Voilà, Voilà, ictères. il faut qu'on entende bien les yeux Les yeux jaunes. jaunes, oui, Ok. c'est très important. D'accord. Les yeux jaunes. Ok. Malheureusement, Il n'y a pas que ça? Oui, il n'y a pas que ça. Et les yeux jaunes, ça c'est au stade aigu. Avec le D'accord. foie. Mais malheureusement, c'est que les symptômes ressemblent, à s'y méprendre, aux symptômes du palu Ok. et aux symptômes de la grippe. Donc, c'est la fatigue, c'est donc un syndrome grippal inexpliqué, Ok. c'est des petites fièvres qu'on ne comprend pas bien. Et donc, du coup, vous pouvez donc passer donc, un épisode d'hépatite sans vous rendre compte. Et vous allez traiter votre palu, mais comme naturellement il y a une phase de convalescence, donc vous allez penser que vous avez traité votre palu, vous êtes guéri, alors qu'il y a un rien de virus. cela, le virus est là, et malheureusement, s'il passe en chronicité et que vous ne vous rendez pas compte, si ce n'est pas traité, vous êtes exposé à faire un cancer du foie, voilà, et une cirrhose du foie. Au niveau des sécrétions buccales également, je pense. Ou je me trompe? Oui, bon. Doit-on arrêter de se faire la bise sur ce plateau? Bon, alors, Est-ce sur le coup, que justement, on comment va être plus clair. des personnes qui s'embrassent, par exemple, J'ai bien compris. Hein. l'un infecté? Alors, donc, au niveau des sécrétions buccales, il y a plusieurs conditions. Hein. Déjà, il faut que la personne ait une charge virale élevée. Ok. D'accord. Il faut qu'il y ait une lésion au niveau de la bouche. Il faut qu'il y ait un baiser avec échange de salive et que des deux côtés, il y ait des lésions dans la bouche. Donc, vous voyez que la probabilité quand même est faible. Mais je n'ai pas Donc dit... on peut continuer de faire des bisous. Non, il y aura Voilà. des contrôles. Non, c'est pas ce qu'on a dit, Sous hein. contrôle. C'est pas Sous ce qu'il a dit contrôle. aussi. Il faut faire attention. C'est un peu Justement, je reste avec vous, Daouda, pour question. Oui. Moi, aujourd'hui, concrètement, avec le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales, concrètement, qu'est-ce que vous faites, professeur, pour pouvoir sensibiliser les gens dans ce domaine-là? Alors, très belle question. Alors, exceptionnellement, ce mois-là, nous sommes dans le mois des hépatites virales. Et donc, avec le 28 juillet, la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Sinon, le réseau mondial et le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales, en fait, est une association des professionnels de santé qui s'est ouverte aujourd'hui, donc à des membres volontaires, à des fondations, à des réseaux de la presse, toute personne qui veut œuvrer
dans le cadre de la lutte contre les hépatites virales. Ah, d'accord. Donc c'est très important. Deuxième chose, nos attributions, pour ne pas dire notre ligne, c'est déjà sensibiliser et dépister la population. Sensibiliser, inciter la population au dépistage. La deuxième chose, c'est former les médecins généralistes à la prise en charge des hépatites virales, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Et la troisième chose, nous sommes une branche consultative auprès du ministère de la Santé, à travers des recommandations que nous faisons au Programme national de lutte contre les hépatites virales, qui remontent à la tutelle pour prendre des directives. Maintenant, comme action, nous menons des actions de sensibilisation. Donc, par exemple, là, nous venons donc de faire une très grande action de sensibilisation à San Pedro, grâce à un partenaire qui a toujours été à nos côtés, qui est la Fondation Uranov, à travers la CIE, qui nous a accompagnés cette action à San Pedro. Et donc, nous avons fait une très belle campagne à travers des affiches dans la ville, la sensibilisation, la conférence. Nous avons eu autour de 2500 participants avec 957 personnes dépistées. Donc, vous voyez que c'est très important avec, en plus, toutes les sensibilités. Très bien. Nous sommes allés donc vers les communautaires, nous avons vu les professionnels du sexe, nous avons vu les esthéticiennes, enfin, vraiment toutes les populations. Les cibles potentielles, on va dire. À haut risque, comme on dit. Et donc, on pense que cette sensibilisation-là a été vraiment formidable. Et on a vu, à travers cette sensibilisation, que la population ignorait beaucoup donc, cette pathologie. Professeur, est-ce qu'on en guérit? Alors, pour l'hépatite virale C, on en guérit. Aujourd'hui, vous avez une hépatite C, vous avez un traitement de 3 mois ou de 6 mois, en fonction de l'état de découverte de la maladie. Concernant l'hépatite B, effectivement, la guérison est plus difficile. La guérison est plus difficile. Il arrive qu'on perde le virus après un traitement bien mené. Mais ce n'est pas fréquent. Mais pour nous, les hépatologues, c'est-à-dire les médecins qui prennent en charge, nous pensons que lorsque vous avez une hépatite virale B, que vous êtes bien suivi, le fait de ne pas évoluer vers des complications, pour nous, c'est déjà un signe. C'est déjà bon. Bien sûr. Vous pouvez vivre ça jusqu'à la fin. Toute votre vie. Si vous suivez bien votre traitement, évidemment. Toute votre vie. Ceci étant, il faut aussi savoir que tous les patients, enfin toutes les personnes qui sont atteintes de l'hépatite B, ne sont pas forcément éligibles au traitement. Parce que c'est un virus, en fait, qui se comporte en fonction de votre système immunitaire. Donc, il y a des personnes qu'on appelle des personnes immunotolérantes, donc qui ont le virus. Très bien. Aucune action. On a tous vu ça avec la Covid ici. Il y a des personnes, c'est lorsqu'elles voulaient voyager, qu'elles sont allées faire leur dépistage. Et elles ont découvert qu'elles étaient donc... Et il y a des personnes, dès qu'elles ont eu, ça a flambé. Et puis bon, c'était la catastrophe. Très bien. Donc le mardi 20 août 2024, au Noon Hotel au plateau, à partir de 8h, il y a donc cette 17e journée scientifique avec la thématique prévention de la transmission mère-enfant des hépatites virales B et C. Merci professeur d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous allons maintenant parler de fermeture des pêches. Et avec qui? Avec M. Diomandé Maxime. Il est donc coordonnateur du projet de surveillance des pêches au ministère des Ressources animales et halieutiques, donc le MIRA. Alors, le lundi 1er, le ministre, je retrouverai la date, rassurez-vous, le 1er juillet, voilà, 2024, le ministre des Ressources animales et halieutique a procédé à la fermeture des pêches 2024 au bord de la lagune Abi. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous fermons les pêches? Je tenais à vous dire déjà merci et profiter de ce temps d'antenne pour dire merci à Live TV pour l'opportunité et aussi au ministre des Ressources halieutiques qui me permet d'être sur ce plateau ce soir pour communiquer sur le repos biologique. Donc on parle de fermeture de la pêche simplement parce que nous sommes dans une tendance baissière au niveau de nos productions nationales. Donc nous sommes passés pour des chiffres, nous sommes passés de 108 000 tonnes en 2016 à 71 000 tonnes en 2020. Donc une baisse de pratiquement 33%. Donc la situation est inquiétante. Et pour nous, il faut mettre des mesures d'urgence et des mesures efficaces de gestion. Et l'une des mesures qui est la porte d'entrée, c'est la fermeture des pêches ou le repos biologique. Et justement, la Côte d'Ivoire importe 82% de besoins en consommation justement de poissons.
Et donc, le fermer la pêche, cela permettra aux poissons de se reposer, de se multiplier. Et in fine, on pourra atteindre le point que vous avez en 2027, enfin la prévision de 2027 qui est de 127 000 tonnes. C'est cela? Tout à fait. Il faut dire que le repos biologique est une mesure de gestion qui consiste à fermer la pêche pendant une période bien précise, de telle manière à permettre de protéger les reproducteurs, de protéger les juvéniles et d'empêcher une énorme pression sur la ressource. Donc ça permet à la ressource de se reconstituer sainement et ça permet aux populations de poissons de se régénérer et d'avoir une production beaucoup plus abondante. Élisée? Moi, je veux savoir pourquoi cette période, c'est à cette période qu'on décide de fermer la pêche, ça répond à une logique, ça répond, je dis, à une logique de reproduction, c'est dû à quoi? D'accord. Il faut dire que les périodes qu'on a choisies n'ont pas été choisies au hasard. Déjà, même le repos biologique est basé sur plusieurs considérations d'ordre scientifique, que ce soit au niveau national, régional, mais aussi par des observations empiriques. Donc, les périodes de repos biologique que nous avons choisies ont été choisies pour maximiser les périodes de reproduction et de croissance de nos poissons. Donc, ça a été utilisé pour pouvoir avoir beaucoup plus de reproduction, puisque 80% des reproductions se font à cette période-là précisément, donc de juillet à août, pour les pêcheries au niveau maritime. Très bien. La lagune Abi, la lagune de Kossou, ce sont les seules lagunes qui ont été fermées? Donc, pour le repos biologique 2024, il faut le rappeler qu'il y a eu le repos biologique en 2023. Donc, qui a concerné au niveau des plans d'eau maritimes, donc pêche artisanale maritime et industrielle. Mais pour le repos biologique 2024, on reste toujours dans la même tendance. Donc, un mois pour la pêche artisanale, donc du 1er juillet au 31 juillet. Et la pêche industrielle maritime du 1er juillet au 31 août, 2 mois. Mais nous partons au niveau des plans d'eau lagunaires, nous avons ciblé 2 plans d'eau au niveau lagunaire, donc la lagune Abi et la lagune de Grand Lao. Donc aussi 2 mois pour ces 2 plans d'eau, du 1er juillet au 31 août. Et après cela, il y a aussi les plans d'eau au niveau continentaux, donc la lagune, les plans d'eau de Kossou et de Bio, donc 1er septembre et 31 octobre, donc 2 mois intégralement. Très bien. Daouda? Vous parlez de fermeture de la pêche pour une période, c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que le ministère fait pour approvisionner le marché durant cette période-là? Puisque la pêche est interdite. La pêche est interdite pendant la période et pour approvisionner le marché, il faut dire que déjà, vous avez bien fait de le mentionner, que nous importons pour 82%. Donc, nos besoins en consommation qui sont estimés à 675 000 tonnes ne sont pas couverts avec nos productions nationales. Donc, nous importons massivement. Et ce qui fait que pendant cette période, nous avons mobilisé les importateurs pour leur demander de pouvoir approvisionner le marché pendant cette période. Donc, nous avons estimé à 25 000 tonnes comme manque pendant la période. Donc, ces manques-là vont être résorbés par les importations. Et aussi au niveau de l'aquaculture, nous avons fait aussi cette tournée au niveau de l'aquaculture pour permettre aussi que les aquaculteurs aussi puissent pouvoir pendant cette période. Donc, nous attendons au niveau des stocks physiques, lors des suivis que nous avons fait pour les poissons congelés à la date du 25 juin, donc 5 jours avant le repos biologique, nous étions à 198 000 tonnes physiques de poissons congelés. Et au retour, pour les stocks en acheminement, nous serons à 45 000 tonnes en acheminement et 2800 tonnes qui proviendra de l'aquaculture. Pascal? Alors moi, je suis contente de cette mesure parce que je pense que ça montre la volonté non seulement du gouvernement, mais aussi du ministère de réguler les choses et d'aller vers une exploitation intelligente et de se conformer aux besoins de la nature, finalement. Ma question, elle va porter sur la capacité à faire respecter ces restrictions-là. Parce que... la surveillance, justement. Oui, parce qu'on a 200 000 km de côte, la Côte d'Ivoire, je pense, hein, sur la mer, on avance sur 200 000 km, on est encore propriétaire. Il y a de grands bateaux qui viennent, qui demandent des autorisations, en tout cas, je l'espère, pour pêcher dans naviguer dans nos eaux. Et y pêcher aussi. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises pour faire respecter cette disposition de suspension de la pêche, tant en haute mer que sur nos plans d'eau internes? Et mon autre question, c'est au-delà de ces mesures-là que vous allez faire prendre. Aujourd'hui, là, on voit le monsieur qui lance le filet. Qu'est-ce qui est fait pour que les petits pêcheurs
parce que j'ai entendu Et de quoi vivre, en fait. Non, j'ai entendu dire que la qualité même de leurs matériaux pouvait impacter aussi sur la présence, la quantité de poissons. Ça veut dire qu'ils ont des filets, excusez-moi, pas réglementaires. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il est fait quelque chose pour les approvisionner en équipement? Donc voilà, le respect, la mesure et ensuite l'équipement. Pour faire respecter, et les outils de pêche de nos pêcheurs, est-ce qu'ils sont réglementaires et sinon, comment on le fait pour D'accord, donc merci pour la question. Donc déjà, prendre un repos biologique va nécessiter de pouvoir mettre en place une surveillance accrue sur la période. Donc au niveau du ministère des Ressources animales halieutiques, nous avons mis un dispositif qui se s'élonge sur 3 niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est au niveau des sites de débarquement. Donc nos agents vont sillonner les sites de débarquement pour s'assurer de l'immobilisation des unités de pêche. Voilà, à quai. Et s'ils découvrent qu'il y a une activité, par exemple, parallèle ou une activité qui n'est pas réglementaire, qu'est-ce qui va se passer? Oui, normalement, il ne doit pas avoir d'activité réglementaire dans la période, non réglementaire dans la période. Mais il peut arriver, et nous, personnellement, nous ne voulons pas aller à des sanctions directement, puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues pour tout contrevenant. Déjà, dans le code de la loi sur la pêche, qui donne des sanctions pour toute personne qui ne respecte pas les mesures de conservation. Exemple de sanctions? Donc, ça peut aller des amendes de 50 millions à 300 millions ou des peines d'emprisonnement. Donc, le deuxième niveau de surveillance, c'est au niveau des moyens de surveillance en mer. Donc, en lien avec la Marine nationale, nous allons mener des patrouilles constantes pendant cette période, que ce soit tous les plans d'eau, pour pouvoir permettre à ce que dissuader tout ce qui est tentative ou velléité d'infraction sur les eaux. Le troisième niveau, c'est le centre de surveillance des pêches. Donc, le ministère des Ressources animales halieutiques a un centre de surveillance des pêches qui va soutenir toutes ces 2 autres actions que je viens de dire, qui permettent de pouvoir surveiller toutes les activités grâce aux technologies que nous avons. Donc, les technologies satellitaires, radars satellitaires qui détectent les mouvements des bateaux à n'importe quelle période, à n'importe quel moment. Donc ça, déjà, au niveau de la surveillance, avec la collaboration avec les autres administrations, donc Marine nationale, les affaires maritimes, nous allons déployer tous les éléments et toutes les mesures seront prises pour qu'il y ait un respect. Le deuxième niveau, par rapport à l'équipement des pêcheurs, il faut dire que... les petits pêcheurs. Surtout les petits pêcheurs, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi, pendant cette période, nous sommes en train de pouvoir encourager aux pêcheurs de pouvoir... mener des activités alternatives. Dans les activités alternatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a pas d'activité pendant le repos biologique. Qu'est-ce qu'ils feront les pêcheurs? Donc nous, on a préféré mettre en place des programmes de réqualification et de formation. Donc il y aura des formations pour pouvoir développer les compétences des pêcheurs, que ce soit en aquaculture, que ce soit dans le ramassage de leurs filets, que ce soit aussi dans tout ce qui est économie bleue. Ça leur permettra de pouvoir diversifier leurs compétences et de pouvoir avoir des alternatives dans la période. Mais surtout, essayer également de pouvoir les permettre d'encourager tout ce qui est projet communautaire. Donc ça veut dire nettoyage des plages, tout ce qui est écologique, pour leur permettre de pouvoir mieux préparer la reprise. Et pour les pêcheurs, concernant les engins de pêche qu'ils utilisent, la plupart d'eux ont des engins réglementaires. Certains utilisent d'autres engins qu'on appelle des moustiquaires, qui sont des mailles vraiment très petites. Et c'est de telles pratiques que nous sommes essayés de pouvoir extraire du milieu parce qu'ils endommagent le milieu aquatique et créent vraiment assez de dommages sur l'ensemble de la biodiversité. Très bien. Alors, avant de passer la parole à Aïcha, j'aimerais regarder un peu la chaîne. Hein. On a les pêcheurs, certes, mais par derrière, il y a des femmes qui vivent de ça, voilà, les marieuses qui vivent de ça, qui font du séchage du poisson et elles vivent de ça. Lorsqu'il n'y a plus de pêche et que vous vous concentrez sur les pêcheurs, est-ce que par derrière vous avez un projet pour ces femmes-là, les aider quand même à pouvoir vivre de quelque chose en attendant que la pêche soit de nouveau autorisée? Oui, effectivement, nous sommes conscients que fermeture de la pêche va vraiment impacter vraiment toute la chaîne, donc que ce soit même les pêcheurs eux-mêmes et aussi toutes les activités connexes avec la pêche. Donc pour le cas par exemple des marieurs, nous avons sensibilisé d'abord l'interprofession, puisque aujourd'hui l'ensemble des coopératives au niveau de la pêche ont été unifiées en une grande fêtière qui est l'interprofession. Donc on les a sensibilisés à telle manière de pouvoir fournir du poisson congelé aux femmes pour pouvoir commercialiser pendant la période
Et cela a été déjà fait au niveau de l'Ocoduro, où des femmes ont pu être approvisionnées en tonnage de poissons pendant la période pour qu'ils puissent essayer de les vendre pendant la période des disettes, si on peut le dire comme ça, pour leur permettre aussi de pouvoir réactiver leurs activités. Continuer à subvenir à leurs besoins. Aïcha? Moi, je voulais savoir, monsieur, est-ce qu'on est aujourd'hui à une agriculture Pêche, une pêche, pardon, 100% biologique? Si ce n'est pas encore le cas, est-ce qu'on peut y arriver et à quelle échéance? Une pêche 100% biologique, donc je pense que vous faites allusion peut-être à la capture et l'aquaculture. Exactement, à la culture en fait du poisson, si c'est un poisson. Dans l'aquaculture. Voilà, parce que présentement nous sommes déjà pêche des captures, donc bateau, donc embarcation. Et nous sommes en train de faire la promotion de l'aquaculture aussi à côté pour pouvoir accélérer les initiatives en matière d'aquaculture. Parce que pour nous, l'aquaculture serait la viable pour pouvoir compenser le gap que nous observons au niveau de la production nationale. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives en matière d'aquaculture, des programmes structurants qui ont été mis en œuvre, comme le programme stratégique de transformation de l'aquaculture, qui va faire des investissements massifs dans le domaine de l'aquaculture pour pouvoir améliorer nos infrastructures, que ce soit les cages de flottantes, que ce soit les écloseries, que ce soit même les intrants performants pour permettre de pouvoir booster la production aquacole. Donc il y a plusieurs investissements qui sont en cours. On parle de combien, investissement massif? Massive. Bon, pour le moment, nous pouvons dire que le cadre pour pouvoir créer ces investissements est en train d'être créé par ces projets. Mais déjà, au niveau de la restructuration même des infrastructures, nous sommes à la réhabilitation de plusieurs fermes piscicoles. En 2022, c'était la ferme piscicole de Loka, à Boaké, Vertier-Bissau également, dans le cadre du Pestassi, bien évidemment, où il y a eu plus de 64 étangs qui ont été réhabilités, ce qui a augmenté la capacité de production de 1235 tonnes pour chaque étang. Donc, si nous continuons dans cette dynamique, nous sommes vraiment prêts à pouvoir atteindre cette autosuffisance avec la combinaison non seulement de l'aquaculture, mais aussi par les mesures de gestion que nous mettons pour pouvoir reposer la ressource, la rendre durable. Les deux combinés vont nous permettre de pouvoir vraiment, à long terme, d'atteindre vraiment ce cap-là que nous espérons. Mon point d'intervention se situera maintenant sur la sensibilisation aux populations. Là, vous avez fermé donc la pêche du côté de la lagune Abi, à Diaké. Est-ce que vous comptez aller voir d'autres populations côtières? Il y a l'effet justement de les sensibiliser pour ne pas qu'on puisse prendre des éléments indélicats, parce que vous demandez à un pêcheur de payer... 300 millions. 500, c'est 50 millions. 50 millions. 50 millions ou 50 millions? Non, c'est 50 millions. Pour les gros bateaux? Oui, pour les gros bateaux. Et ceux qui sont dans la pêche, pour les petites pirogues, voilà, par exemple? Ça peut aller de 500 000 à 10 millions. Bon, déjà, c'est assez, assez mal. C'est pas mal. Est-ce que justement vous sensibilisez? Je veux préciser que nous ne voulons pas arriver à des sanctions. Et aujourd'hui, on a fait le repos biologique en 2023, il y a eu 0 infraction, donc la population adhère. Et avant même de venir ici, je disais qu'aujourd'hui, c'est les populations qui nous interpellent pour dire pourquoi vous ne fermez pas chez nous, pourquoi vous fermez ici, ne fermez pas chez nous, pour dire qu'aujourd'hui, ils ont vu le bien, ils ont pesé aujourd'hui la mesure, et ils savent que la portée est vraiment indéniable pour la ressource halieutique. Donc, nous les sensibilisons. Et la sensibilisation a commencé depuis l'année passée pour le repos biologique de cette année. Mais la mesure de repos biologique a été prise depuis 2021. Donc, la Côte d'Ivoire est dans une organisation sous-régionale de gestion de pêche qui prend en compte 6 pays, donc du Nigeria au Libéria en passant par la Côte d'Ivoire. Et les 6 ministres de pêche de ces 6 pays se sont réunis ici à Abidjan en 2021 pour harmoniser les mesures de gestion et pour instaurer un repos biologique sur toute la région. Donc, depuis 2021, le processus a commencé. La sensibilisation des communautés, leur montrer l'intérêt, leur dire un peu l'état de nos stocks et leur montrer les mesures qu'il faut prendre pour que nous ayons une sécurité alimentaire à long terme. C'est très bien qu'il y ait en 2023... Du consommateur. Justement, en 2023... De chaîne. Exactement. De tout ceci. L'attitude du consommateur. On avait reçu ici une personne, oui, je sais que vous aimez beaucoup le poisson. On avait reçu ici, vous le savez, quand il y avait la question de la vie chère, une représentante du ministère du Commerce qui disait qu'il faut que les Ivoiriens apprennent aussi qu'il y a une période pour l'igname, qu'il y a une période pour l'aubergine, etc. Exactement, il y a l'information à donner là-dessus. Je pense que le consommateur aussi... Les habitudes alimentaires en fonction des saisons. Je pense que c'est très important. Et utiliser ce type de plateau, de ces lucarnes pour communiquer, parce qu'il faudrait avoir cette approche et ce langage constant avec la communauté. Il faut que les populations sachent l'état de nos stocks
quelles sont les mesures qui sont prises pour gérer durablement, quels sont les intérêts de cette mesure et surtout, quelles sont les alternatives de disponibilité qu'ils ont de manière continue. Très bien. Et c'est important. Et ce qui est plus important de notifier, c'est qu'en 2023, il n'y a pas eu de... Personne n'est parti hors loi. Il n'y a pas Zéro eu de... infraction. Voilà, zéro infraction. Ça, c'est des choses à applaudir. La population ivoirienne donc obéisse donc aux réglementations. C'est très important de le signaler. Élisée, ne souriez pas, c'est très important. En Non, 2024, je pense qu'en amont, le ministère sensibilise beaucoup, travaille beaucoup avec les coopératives, avec les associations. Donc, quand la mesure arrive, tout le monde a eu le temps de donner son participation. Je souris parce que vous voyez, contrairement à ce que certains pensent, qui croient que généralement c'est au niveau des zones, je veux dire rurales ou les zones reculées, que les gens ne sont pas forcément sensibilisés sur les questions, je veux dire, du respect des mesures, mais c'est archi faux. C'est ça. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est plutôt même dans les cités, dans les villes, même dans les zones urbaines, que les gens sont enclins à ne pas respecter les lois. Sinon, nos parents qui sont dans les régions, qui sont dans les villes, là, quand on leur parle, ils prennent la peine de respecter. Voici une des preuves. Donc en 2024, personne ne paiera 5 millions ou 500 000. Si l'année passée, les personnes n'ont payé, c'est pas forcément va payer. En tout cas, déjà, pour la mesure a commencé depuis le 1er juillet. Donc, nous sommes déjà le 18, le 18 aujourd'hui. Tout se passe bien. Tout le monde est sensibilisé et il y a le respect total et l'effectivité de la mesure aussi est constatée sur tous nos plans d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que la mesure a commencé par un scellage, on l'a vu à l'image, un scellage de 5 embarcations de pêche et l'empoisonnement des plans pour matérialiser donc cette fermeture qui démontre un peu l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Bravo à vous en tout cas. Oui. Donc le scellage, c'était vraiment symbolique pour montrer que la pêche est fermée. Donc vous avez décadenassé quand les caméras se sont éteintes? Non, non, pas du tout. On a scellé, c'était pour montrer aux yeux de tous qu'il n'y a plus d'activité de pêche. Même vous voyez par exemple sur les vidéos, les communautés ont aussi une tradition là-bas pour marquer la fermeture. Donc ils donnent une petite pirogue et des engins de pêche à l'autorité, pour montrer qu'ils sont aussi, ils adhèrent à la mesure. C'est ça. Voilà, vous voyez sur les images. Oui. Et pour nous, après, le ministre a procédé aussi à l'empoisonnement. Donc pour nous, la période de repos... Il est en train de remettre des alevins. Là, on met des alevins. Voilà. La période de repos biologique, c'est la période pour permettre aux reproducteurs de pouvoir se reproduire sans perturbation. Mais aussi, c'est la période favorable pour eux de pouvoir avoir la croissance au niveau des poissons juvéniles. Donc, en empoisonnant, par exemple, les eaux, ça permettra aux ressources qui sont beaucoup plus matures de pouvoir être résilients dans les différents plans d'eau et de se repeupler pendant cette période d'accalmie. En même temps que je vous applaudis, je regarde un peu les pirogues. Il faut qu'on change un peu aussi. Les pirogues, c'est tout petit. Oui, ça dépend aussi des plans d'eau. Ici, c'est les plans d'eau lagunaires. Mais quand on s'en va au niveau maritime, les pirogues sont beaucoup de plus grandes. C'est les pirogues de Dabou. C'est les pirogues de Dabou. Les Dabou, je suis vraiment de Dabou. Sont de plus grandes envergures. Il faut la crazy girl. Ça, c'est la période d'Akradio. Mais l'empoisonnement comme ça, ce sera sur... Ça représente combien en tonnage? C'est beaucoup de poissons, c'est... Très bien. Il termine avec le point de Pascal. Oui, pour l'empoisonnement, ça ne va pas représenter un tonnage beaucoup plus grand. C'est pour juste mettre des espèces évoluées, des espèces vraiment beaucoup plus qui avaient disparu et des espèces qui sont peut-être en voie de disparition pour les permettre de pouvoir profiter de la période pour pouvoir avoir un environnement sain pour se reproduire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Diomandé Maxime. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet de surveillance des pêches. Et avec vous, donc, on parlait justement de la fermeture de la pêche en Côte d'Ivoire qui va ouvrir. Donc, vous allez donc décadenasser les pirogues. Ce sera pour quand? Donc, la pêche artisanale, on va ouvrir le 31 juillet. 31 juillet, la pêche artisanale, on a regardé aussi le fait que la pêche artisanale pouvoir pour 80% au revenu et aussi il fallait concilier, comme on appelle ça, les moyens de subsistance et également le souci de préserver les eaux. Donc on a fait 1 mois pour la pêche artisanale maritime. Donc ils vont reprendre tout à l'heure, donc dans 1 semaine. Et pour les autres, ça sera dans 1 mois et après on partira au niveau du continent pour les plans d'eau de Kossou et de Bio. Merci infiniment et bravo à vous. Mais ne partez pas. Je sens que votre main est innocente. Pourquoi? Parce qu'on parlera des Kora. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de feu Nelson Mandela, messieurs, dames. Donc, j'appelle ici Charles-Henri Amani, chargé de communication et des relations publiques de Kora Awards. Puis il vient donc pour le tirage habituel, vous le savez. Hein. Bonsoir à tous. Alors, ne bougez pas. On va juste... Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nelson Mandela. Exactement. Et les Kora se feront donc en Afrique du Sud, c'était important de le signaler. Tout à fait.
Depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO a décrété mais venez près de moi, n'ayez pas peur. Elle mord, mais pas quand c'est pas en période de non-pêche. Donc, depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO a décrété le 18 juillet comme la International Nelson Mandela Day pour commémorer ce grand homme qui a été une figure emblématique de la lutte anti-apartheid, qui a lutté beaucoup pour la justice sociale et également qui a été quelqu'un qui a beaucoup promu la diversité culturelle à travers le monde. Pourquoi il est reparti là? Enfin, anyway. Alors, donc, Monsieur Diomandé, Pardon, je me rapproche de vous. puisqu'on doit faire un tirage, je sens que votre main est innocente, n'est-ce pas? Très Donc, innocente. Très innocente, ça c'est bien. Quelqu'un qui dit que c'est innocent, c'est pas innocent. C'est une main piscicole. Alors, allez-y, mélangez, on va juste faire un tirage. Et qu'est-ce qu'on tire? C'est pas beaucoup savoir. aujourd'hui. C'est un bon pour le gagnant de ce soir. Il va en Afrique du Sud, il gagne quoi? Non, Un ce téléphone? soir, c'est le téléphone. Encore le La téléphone? semaine passée, c'était le billet d'avion pour quelqu'un qui va aller en super. Afrique du Sud supporter son artiste. Son artiste, ok. On peut y aller. On peut y aller. Non, mais mélangez Donc ce soir, c'est bien. le téléphone. Ce soir, c'est un C'est un téléphone. téléphone. Voilà, vous Celui qui mélangez l'a pris bien. et que vous avez dit de mélanger, il ne saura jamais. Hein. Jamais. C'est sûr. Allez-y maintenant, bon? Monsieur Vous pouvez même Diomandé. fermer les yeux. Hein. Non, ça va. Mes mains sont très innocentes. Voilà, il gère les poissons. Diomandé On en est témoin. On peut insister sur Et le coup d'Élysée, rassurez-vous, il va... Daouda. Ok. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Allez-y. Allez-y. Au Congo, c'est ça? Non, non, Son non. numéro. Son Le gagnant numéro se trouve au C'est Congo-Brazzaville. le plus Lisez. 242 Oui. 06 90 42 07 2. Daouda, reprenez. Plus 242 06 90 42 072. Très bien. Voilà donc le gagnant de ce soir qui part avec un téléphone. Et la semaine prochaine, le gagnant ira avec un billet d'avion pour aller donc au South Africa, voilà, en Afrique du Sud comment pour on les fait pour Cora. s'inscrire pour nos Ça a été déjà téléspectateurs? fait. Hein? C'était- Ah bon c'est- Oh là là, voilà. c'est trop tard. Vous allez sur le site cora.com. Et puis On vous peut avez toutes toujours les s'inscrire infos. Toujours. Très bien. On peut toujours s'inscrire. Merci beaucoup, Amani. Merci beaucoup, madame. C'est mon plaisir. Merci Bonne soirée. beaucoup, Monsieur Diomandé. Je rappelle que vous êtes Charles Amani. Vous êtes donc chargé de communication et de relations publiques des Cora Awards. Merci d'être venu pour le tirage. Messieurs, dames, nous avons terminé notre plateau ce soir. Demain, c'est la dernière émission de la saison. Lundi, vous serez avec la team. Vous serez avec la team des vacances, Landry qui prend le relais. On a eu beaucoup de plaisir, mais ça sera pour demain. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.